Pour que nature vive. Pour que nature Pour que vive. nature vive. Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Donc les oiseaux sont des dinosaures, donc les dinosaures n'ont pas disparu. Un néandertalien d'il y a 50 000 ans, un homme de Cro-Magnon ou tout le monde, aujourd'hui sur Terre, on a le même ordre de capacité intellectuelle. À partir du moment où on bascule dans le néolithique, la richesse matérielle va prendre beaucoup d'importance. Les sons du vivant ont un effet positif sur notre santé. On sait aujourd'hui qu'il existe des résidus de pesticides dans la plupart des captages d'eau potable qu'on n'arrivera pas à enlever. La biodiversité, c'est un enrichissement pour les citadins qui habitent la ville. C'est les 3/4 de la masse vivante des insectes qui a disparu en l'espace d'une trentaine d'années. Voilà, c'est le vivant comme une solution et les mécanismes écologiques comme des moyens d'action. Les pesticides ou la vie ? Avec Philippe Grandcola. Les pesticides ont été conçus pour tuer spécifiquement certains insectes, champignons ou plantes jugées nuisibles. Mais une fois pulvérisés, sait-on vraiment qui ils touchent ? Philippe Grandcola est écologue et directeur de recherche au Muséum national d'histoire naturelle. Il nous aide à y voir plus clair sur la place controversée des pesticides et leurs dangers. Bonjour. Bonjour. Peut-on commencer par rappeler ce que recouvre exactement le terme de pesticide et pourquoi cette catégorie de substances est parfois mal comprise ? Comme vous l'avez expliqué en introduction, pesticides, ce sont des substances qui sont destinées à tuer des organismes vivants qui nous posent problème, soit parce qu'ils nous rendent malades, soit parce qu'ils rendent malades des animaux d'élevage, soit parce qu'ils détruisent des plantes cultivées ou des plantes qui sont déjà récoltées et stockées. Donc parmi les pesticides, bien sûr, il y a les insecticides qui sont destinés à détruire les insectes, les fongicides qui sont destinés à détruire des champignons, puis les herbicides qui sont destinés à détruire ce que l'on appelle communément les mauvaises herbes, les adventices dans les cultures. Alors les fongicides, ça peut être des champignons dans la nature qui attaquent des plantes que l'on cultive, mais ça peut être aussi des champignons qui attaquent par exemple des graines ou des résultats de récolte qui sont stockés. Voilà, donc évidemment, il y a des usages surtout dans l'agriculture et dans l'élevage, mais il y a aussi des usages domestiques. Par exemple, pour supprimer les puces des chats et des chiens domestiques, pour garder en bon état des plantes qui sont à l'intérieur des appartements, ou voire dans certains cas pour traiter finalement contre des insectes parasites humains, ou aussi pour traiter des maladies fongiques qui attaquent les humains, c'est-à-dire des champignons qui vont nous attaquer, ce que l'on appelle communément des mycoses. Cette question des pesticides est très prégnante dans nos sociétés modernes puisqu'ils sont apparus bien sûr très tôt et ils se sont développés avec la chimie de synthèse puisqu'aujourd'hui on ne va pas chercher des substances insecticides ou fongicides ou herbicides dans le milieu naturel, on les synthétise directement, on crée des molécules, souvent des molécules un peu semblables à des molécules naturelles dont on connaît la fonction, pour tuer ces organismes. Donc on a effectivement des milliers de molécules qui sont présentes dans nos milieux naturels parce qu'on les a utilisées en agriculture ou en élevage. Et malheureusement, c'est quelque chose qui se développe parce que c'est une sorte d'assurance-risque pour les personnes qui produisent ces biens. Et donc on a tendance à mettre toujours plus de pesticides pour s'assurer que les plantes, que les animaux, etc., que tous les biens que l'on produit ne seront pas détruits. On a même tendance des fois à les utiliser pour faciliter des procédés de récolte. Aujourd'hui, par exemple, sur des grandes cultures céréalières, on pulvérise du glyphosate, un herbicide, pour tuer les céréales que l'on va récolter. Et quand elles sont bien toutes sèches dans le champ, on va pouvoir passer la moissonneuse-batteuse beaucoup plus facilement. Et évidemment, ces pesticides, ça fait partie d'un nombre immense de molécules de synthèse qu'on utilise pour plein d'autres usages. Aujourd'hui, pratiquement au nombre de 300 à 400 000, et donc qui sont déversés finalement dans l'environnement humain. C'est un problème parce que parmi ces molécules, il y en a beaucoup, évidemment, qui ont des rôles qui peuvent être défavorables aux humains ou au reste de la biodiversité. Vous
Souvent, quand on pense aux pesticides, on pense à l'agriculture, mais finalement, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas seulement pour l'agriculture, c'est même parfois pour des usages qui ne sont pas si utiles que ça. Oui, tout à fait. En fait, quand on parle des pesticides dans la production agricole, on pense qu'il est absolument crucial de les utiliser, parce que si on perd la production, pour les agriculteurs, c'est un problème évidemment grave au plan économique. Et puis, si c'est une agriculture vivrière, évidemment, c'est un problème aussi pour produire une alimentation humaine. Mais en réalité, il y a beaucoup de pesticides qui sont utilisés pour des réseaux beaucoup plus futiles, comme par exemple, effectivement, pour une production de fleurs de décoration. On le sait aujourd'hui, il y a des fleuristes en Europe qui sont gravement intoxiqués par les pesticides toxiques qui sont présents sur les fleurs, qui sont importés depuis des pays où la réglementation est très peu contraignante. Et puis par ailleurs, effectivement, quand on veut débarrasser son animal domestique de ses puces, peut-être qu'il y a des méthodes un petit peu moins brutales que d'utiliser par exemple des insecticides néonicotinoïdes, ces fameux insecticides très toxiques, au point qu'aujourd'hui, il est problématique souvent pour des enfants dans des foyers d'être en contact avec ces substances et de s'avérer être contaminés par les néonicotinoïdes qui ont été utilisés pour supprimer les puces du chien ou du chat de la maison. On parle souvent de toxicité aiguë, mais vous insistez sur la toxicité dite chronique. Quelle est la différence entre les deux ? Alors effectivement, en particulier quand on veut mettre sur le marché une substance pesticide, on doit vérifier qu'elle est bien efficace et qu'elle est bien active. Et donc on teste cette efficacité sur des animaux modèles ou des plantes modèles. Alors par exemple l'abeille domestique, on va tester jusqu'à quel point une dose administrée de manière directe va tuer la moitié des insectes qu'on essaye d'expérimenter. On appelle ça la dose létale pour 50%, la DL50, et donc ça c'est la toxicité aiguë. Si on prenait une comparaison de mauvaise aloi, on pourrait dire par exemple la toxicité aiguë de l'alcool, c'est par exemple 3 bouteilles d'alcool fort pour un humain en bonne santé, qui va tomber dans un coma éthylique pour la plupart des humains qui auraient l'idée farfelue d'essayer ce type de traitement. Bien sûr, c'est une évaluation de la toxicité d'un produit, mais elle ne remplace pas l'évaluation de ce qui se passe au quotidien, sur le moyen terme, quand on est exposé jour après jour à une substance ou à une autre, voire à plusieurs substances mélangées. Ça, c'est ce qu'on appelle la toxicité chronique, et c'est beaucoup plus pernicieux et c'est beaucoup plus difficile à mesurer. Un des effets de la toxicité chronique de beaucoup de pesticides, on le connaît bien, c'est le syndrome de désorientation des butineuses. On a des abeilles qui sont légèrement intoxiqués, qui développent des troubles neurologiques du système nerveux et qui ont du mal à s'orienter dans la nature et à retrouver le chemin de la ruche. C'est un exemple parmi d'autres. En fait, il y a beaucoup de problèmes liés aux pesticides en matière d'effets indirects sur la biodiversité, en termes de toxicité chronique, que ça soit des effets neurologiques, que ça soit des effets physiologiques, que ça soit des effets de troubles de développement, que ça soit des effets aussi de perturbations génétiques, c'est-à-dire que ça va endommager l'ADN dans les cellules. Tous ces effets peuvent se faire sur le moyen terme et ils sont beaucoup plus difficiles à mesurer, également chez les humains. Et c'est pour cela qu'on doit utiliser un principe de précaution, c'est-à-dire ne pas utiliser des substances dont on se doute qu'elles vont provoquer de manière chronique, sur le moyen terme, des effets désastreux sur la santé, même si ce ne sont pas des effets immédiats. On a cet exemple-là avec un néonicotinoïde, un insecticide que certains voudraient réintroduire en France actuellement, l'acétamipride, et qui s'avère avoir des effets de toxicité chronique sur le développement du système nerveux chez les enfants. Donc une maman qui exposera son enfant involontairement quand elle est enceinte, ou un petit enfant quand il naît, s'il est exposé à des doses infimes de cet insecticide, il risque d'avoir des problèmes de développement du système nerveux. Ça ne va pas toucher tous les enfants exposés, ça dépend de leur vulnérabilité, ça dépend de leur exposition, constante ou pas constante, mais ça va malheureusement arriver chez un certain nombre d'enfants. On sait par exemple, à proximité d'une entreprise viticole, si on augmente de 10% la surface cultivée dans un périmètre de 1000 mètres autour des habitations, on augmente également de 10% le risque pour des enfants de développer une leucémie. Voilà, donc ça c'est de la toxicité chronique et évidemment ce n'est pas mesurable au laboratoire, même sur des animaux modèles ou des plantes modèles.
On dit que les pesticides sont ciblés, et pourtant, si on connaît bien comment fonctionne le vivant, on doit savoir que rien n'est jamais vraiment isolé. Est-ce que les pesticides atteignent vraiment uniquement ce qu'ils sont censés viser ? Alors évidemment, c'est l'argument qui est présenté par les personnes qui les développent et qui les commercialisent. C'est vrai dans une certaine mesure, mais ce n'est pas vrai à 100%, et c'est bien là le problème. Évidemment, un herbicide comme le glyphosate, il empêche la synthèse de 2 acides aminés chez les plantes, mais malheureusement, il empêche aussi cette synthèse chez un certain nombre de bactéries et de champignons. C'est la raison pour laquelle le glyphosate, par exemple, a été breveté par ses concepteurs dès le début comme un antibiostatique, et on sait aujourd'hui qu'il perturbe la flore intestinale, la flore bactérienne intestinale des pollinisateurs et des vers de terre, par exemple. Alors là aussi, c'est une toxicité chronique, ça ne va pas les tuer immédiatement, mais par contre, ça va les rendre malades, un peu comme si nous prenions des antibiotiques pendant 3 semaines ou 2 mois. Évidemment, on aurait des problèmes graves de digestion ou de santé. Ce ciblage, en réalité, il n'est jamais parfait, comme ce sont des substances qui sont extrêmement efficaces, même s'il y a peu d'organismes finalement qui sont victimes d'un ciblage défaillant, l'effet sera terrible. On a vu récemment dans une revue de la question scientifique, dans une publication récente, plus de 1700 études qui ont été analysées et qui ont montré qu'en réalité la plupart des insecticides, des fongicides et des herbicides ont des effets pervers sur d'autres organismes que ceux qui sont ciblés. Et ces effets pervers, en plus, peuvent être assez différents des effets intentionnels qui étaient conçus dès le départ pour cibler tel ou tel organisme. On le voit aujourd'hui, par exemple, les agriculteurs sont victimes de lymphome, de myélome, de maladie de Parkinson, parce qu'ils ont été intoxiqués par des substances qui étaient soit insecticides, soit fongicides, soit herbicides. Et bien évidemment, les agriculteurs ne sont ni des insectes, ni des champignons, ni des mauvaises herbes. Donc on le voit là, il y a des effets de ciblage qui sont pas parfaits du tout. Un autre exemple de ciblage qui ne fonctionne pas, par exemple, ce sont les substances qui sont enrobées autour des graines. Parce que bien sûr, les pesticides, on peut les administrer par épandage, par pulvérisation. Et là, le problème, c'est qu'ils se promènent un petit peu dans l'air ou dans l'eau. Ils ne restent pas à l'endroit où ils ont été administrés. Mais même quand ils sont enrobés autour des graines, pour qu'ils puissent rendre la plante toxique à la consommation, par exemple par des insectes, et bien là, ils peuvent toucher d'autres animaux. Par exemple, une perdrix un peu dénichée par malheur aux alentours d'un champ cultivé, quelques graines enrobées par des pesticides, les consommer et décéder. Une perdrix peut être tuée par la consommation de 5 graines enrobées avec des néonicotinoïdes. Donc c'est encore un exemple de mauvais ciblage là, qui touche finalement une partie de la biodiversité qui n'était pas du tout désireuse d'être ciblée. Et une fois ces molécules chimiques dans le milieu naturel, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Est-ce qu'elles vont disparaître ou est-ce qu'on est en quelque sorte condamné à vivre avec elles pour très longtemps ? Alors effectivement, on a des molécules qui survivent quelques heures, quelques semaines, et on a de très nombreuses molécules qui survivent quelques mois, ou quelques années, ou quelques décennies. Et ça peut varier aussi selon les conditions du milieu, bien entendu. Donc on se retrouve avec une sorte de stock dans le milieu naturel auquel on est confronté et qui va être réapprovisionné par des traitements successifs. Et ce stock, finalement, pose problème parce qu'il continue à agir sur toute la biodiversité, ciblée ou pas ciblée, de manière chronique sur un certain nombre d'années. Il faut aussi se dire que ce type d'action n'est pas forcément une action, là encore, liée à une simple concentration dans le milieu naturel. Il ne faut pas imaginer que si on met 1 kilo de pesticides à l'hectare, on dilue ce pesticide de manière homogène sur l'ensemble d'un hectare de culture. En réalité, ces molécules qui survivent dans le milieu naturel, elles vont, pour certaines, être en solution dans l'eau et se regrouper dans des cours d'eau. Pour d'autres, elles vont ruisseler. Pour d'autres, enfin, elles vont être consommées par certains organismes qui ne sont pas tués immédiatement à faible dose, mais qui vont concentrer ces molécules par le simple effet de leur consommation. Si ces organismes sont eux-mêmes consommés par d'autres organismes, par exemple, si un insecte intoxiqué, mais qui n'est pas mort parce qu'il a ingéré une dose infime de pesticides,
est consommé en très grande quantité par des oiseaux, ces oiseaux eux-mêmes présenteront une concentration de traces de pesticides beaucoup plus importante. Et bien évidemment, ceux qui sont en bout de chaîne alimentaire, notamment les humains, sont les plus concernés par cette question d'accumulation, d'autant plus que l'accumulation, elle n'est pas non plus simplement une question de quantité d'alimentation à gérer, c'est aussi une question d'affinité avec les différentes parties de notre corps. Il y a des substances qui ont beaucoup d'affinité pour les graisses, d'autres qui ont beaucoup d'affinité pour les protéines, comme les fameux polluants éternels, les PFAS. Et dans ces cas-là, évidemment, on a certaines parties de notre corps qui vont avoir tendance à retenir ces substances. Et là, il y aura une autre sorte de toxicité chronique. Finalement, c'est notre capacité malheureuse dans notre corps à ce que certains tissus stockent ces substances et finalement en subissent les effets pendant plus longtemps. Donc on le voit, en fait, l'idée qu'on serait simplement exposé momentanément ne tient pas. On sait aujourd'hui qu'il existe dans la plupart des captages d'eau potable, des résidus de pesticides qui ont de très longues durées de vie, et certains d'entre eux, encore utilisés jusqu'à il y a peu, étaient des polluants éternels, c'est-à-dire des molécules qui, pour des raisons thermodynamiques, ne vont pas se détruire spontanément et qu'on n'arrivera pas à enlever d'ailleurs de l'environnement de manière simple. Est-ce que vous avez d'autres exemples de contamination dans l'environnement qui durent très longtemps ? Bien sûr, alors par exemple, on ne peut pas ne pas parler de la chlordécone dans les Antilles françaises. Vous savez que cet insecticide a été utilisé pour lutter contre un insecte qui endommageait les bananiers, donc une culture locale importante au plan économique. Et malheureusement, cette substance, elle reste dans les sols, elle reste dans l'environnement. Et aujourd'hui, les personnes qui habitent dans cet environnement peuvent potentiellement être intoxiquées par la consommation, par exemple, d'animaux qui se nourrissent sur cet environnement. Si on a des poules dans son jardin et que ces poules picorent tout ce qu'il y a au sol autour de ces anciennes bananeraies, ces poules vont être contaminées et soi-même, si on les consomme, on va être contaminé. Pire encore, on s'est aperçu dans les Antilles françaises que quand on traitait au glyphosate pour désherber certaines des parcelles contaminées, on facilitait le ruissellement de l'eau avec la chlordécone jusqu'aux milieux littoraux, ce qui amène à contaminer également des milieux marins littoraux. Et donc il y a des milieux littoraux dans les Antilles françaises où la consommation de produits de la mer est interdite pour cette raison. Donc là, on se trouve finalement devant un ensemble d'environnements qui ont été pollués de manière épouvantablement durable par un traitement qui a été réalisé de manière totalement délirante, alors que la substance était déjà bien sûr connue pour sa dangerosité et pour les risques pour la santé qu'elle occasionnait. On pourrait aussi citer par exemple certains herbicides polluants éternels qui se dégradent et qui finalement, dont les substances de dégradation, comme par exemple l'acide trifluoroacétique, le fameux TFA, se retrouve aujourd'hui dans de nombreux captages d'eau potable et donc malheureusement qu'on retrouve dans l'eau du robinet, par exemple en Île-de-France. C'est également un problème de considérer que les molécules ne peuvent pas se transformer quand elles sont dans le milieu naturel. Certaines restent telles que, mais d'autres se transforment, et quelquefois les produits de dégradation eux-mêmes sont toxiques. C'est le cas par exemple pour la MPA, qui est un acide qui résulte de la dégradation du glyphosate et qui est lui-même relativement toxique, qui provoque des perturbations endocriniennes chez les amphibiens dans les milieux européens. L'AMPA, la MPA, est également un produit qui résulte de la dégradation de nos lessives, et donc on le retrouve dans les eaux usées, et donc finalement nos environnements, vous voyez, sont pollués de diverses manières. Et quelquefois, il est même difficile de savoir d'où vient la source de cette pollution, par exemple à la MPA, compte tenu du fait qu'on utilise énormément de glyphosate et énormément de lessive à usage domestique. L'agriculture industrielle, elle s'est construite autour d'un combat permanent contre les pathogènes et les parasites. Est-ce que, selon vous, cette stratégie, elle porte ses fruits ? Alors effectivement, c'est une agriculture qui s'est construite après la Seconde Guerre mondiale et dont la raison d'être était l'augmentation de la population et le besoin d'avoir une alimentation pour toutes ces personnes. Alors aujourd'hui, c'est devenu une sorte de dogme qu'on brandit quand on veut proposer de remettre à nouveau sur le marché des pesticides dont la toxicité est avérée. Et en réalité, ce dogme est erroné. Aujourd'hui, on sait que les 2/3 des céréales sont produites pour la nourriture animale.
pour des animaux d'élevage qui eux-mêmes sont consommés par une infime partie de l'humanité. On sait par ailleurs qu'on jette presque 30% de notre production alimentaire. Donc aujourd'hui, le but, ce n'est pas de nourrir 8 milliards d'êtres humains, puisque en fait, on surproduit d'une manière absurde et mauvaise. Donc le but, ça serait au contraire de restaurer une pratique d'agroécologie dans laquelle on va finalement concevoir des systèmes productifs qui vont s'appuyer sur la biodiversité au lieu de l'éradiquer. Le problème de tous ces traitements pesticides, c'est que comme ils ne sont pas suffisamment ciblés, ils vont tuer les insectes ravageurs des cultures et les pollinisateurs. Ils vont même tuer aussi d'autres organismes qui se trouvent autour, rendre malades les humains. Donc on est dans une situation aujourd'hui où finalement on produit beaucoup trop, très mal, avec l'aide de substances qui présentent des risques avérés très importants, qu'on ne maîtrise pas du tout. Et évidemment, c'est lié à cette production industrielle, puisqu'une des premières caractéristiques de la production industrielle, c'est d'avoir des grandes parcelles de culture. Et inévitablement, quand on a une grande parcelle de culture avec la même plante, c'est vrai aussi pour les élevages, quand on entasse ensemble des milliers de volailles ou des centaines de bovins, évidemment, on attire les pathogènes, on attire les agresseurs. Il est bien évident que pour un insecte prédateur du maïs, avoir un champ de maïs, pour lui, c'est un garde-manger extraordinaire. Et inévitablement, quand on a des grandes parcelles de culture, qu'on n'a pas des exploitations qui essayent de faire un peu des cultures de plusieurs sortes, quand on ne fait pas d'assolement, c'est-à-dire quand on garde la même parcelle pour une même culture année après année, on va finalement rentrer dans les cycles de culture des organismes qui ne sont pas désirés. C'est le cas par exemple des virus de la jaunisse dans les cultures de betterave aujourd'hui. Ces virus, ils restent dans les cordons de d'éterrage de la betterave, et puis l'année d'après, s'il y a suffisamment de pucerons pour les transmettre aux nouvelles betteraves, le virus est transmis. De la même manière, aujourd'hui, la grippe aviaire, à l'origine c'était une maladie qui touchait les oiseaux sauvages, et sa virulence a été sélectionnée par le fait qu'elle est rentrée dans des élevages de volailles domestiques. Et là, en fait, ce sont des oiseaux qui grandissent très rapidement, qui ont une très mauvaise immunité, qui se trouvent entassés les uns sur les autres. Donc, pour un virus, peu importe qu'il tue son hôte, il trouve sa prochaine victime juste à côté, et donc même s'il est très virulent, il va persister, et aujourd'hui, ce virus H5N1, il s'est transmis, il est retourné dans des colonies d'oiseaux marins dans lesquelles il a fait une hécatombe, il a été transmis à des colonies de mammifères marins qui se trouvaient au voisinage, et dans lesquelles il y a eu adaptation moléculaire et hécatombe également, et puis maintenant on le retrouve dans les vaches aux États-Unis, et on l'a même retrouvé récemment chez des vachers, donc qui s'occupent de ces bovins. Donc on le voit, ce type de culture ou d'élevage industriel, par définition, ça ne peut pas fonctionner de manière simple parce que ça concentre et ça attire les agresseurs dans un même endroit de manière très importante. On est donc obligé de traiter énormément en réponse à l'arrivée des agresseurs, et ce traitement en quantité considérable n'est pas maîtrisé en matière de ce qu'on appelle des externalités négatives en économie, c'est-à-dire finalement des coûts indirects pour plein d'autres sujets, sujets de santé, sujets d'environnement, et au final on est dans un système qui paraît être viable économiquement, mais qui n'est absolument pas désirable pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Et si on changeait complètement de perspective, alors ce serait quoi une vie sans pesticides ? Alors effectivement, on a déjà cette perspective-là avec des cultures en agroécologie et en particulier avec des cultures en bio. Le bio, c'est une norme réglementaire dans laquelle les traitements sont réduits à leur strict minimum. Aujourd'hui, malheureusement, sur la surface agricole en France métropolitaine, ça représente très très peu. Et on le sait, ce sont des cultures qui ne sont pas du tout incitées au plan financier, au plan fiscal, et donc pour lesquelles les producteurs ont de grandes difficultés à vendre leur production, si ce n'est en circuit court, sur des marchés de région ou à travers des structures associatives. Mais c'est effectivement la direction que l'on devrait prendre, c'est-à-dire retisser une société dans laquelle on retrouve des petits producteurs qui produisent localement, de manière agroécologique, si possible bio, de saison, évidemment. Le but, c'est pas de produire des tomates sous serre de manière délirante en plein hiver ou d'élever des volailles en quantité astronomique pour que chaque Français mange beaucoup trop de viande et se rende malade avec cette consommation. L'idée, c'est vraiment d'avoir une consommation circuit court, local, de saison, vivrière,
en circuit court, donc au point que la distribution ne soit la plupart du temps pas rémunérée et que le bénéfice de cette production vienne directement au producteur. Et avec ce type de production, on aura d'emblée des petites parcelles de culture avec beaucoup de diversification culturelle, avec des assolements, avec des combinaisons de types de culture. On peut avoir de l'agroforesterie, par exemple, on peut faire paître du bétail sous des arbres, on peut cultiver certaines plantes également sous des ombrages. Et de cette manière-là, et notamment par rapport au changement climatique, on a des systèmes de culture qui sont beaucoup plus résilients, beaucoup plus résistants et qui vont produire des produits de très bonne qualité. Tous les calculs le montrent au niveau mondial. On peut nourrir l'ensemble de l'humanité avec de l'agroécologie et même avec du bio, mais évidemment à condition que nos régimes alimentaires évoluent. Si tous les humains sur Terre mangeaient autant de viande que les Français, c'est-à-dire plus de 80 kilos par an, il serait totalement impossible d'arriver à ce résultat. Et évidemment, il est absolument souhaitable que la consommation de viande diminue, même si on n'est pas végétarien, on doit revenir à une consommation de viande qui est celle de nos grands-parents. 20 kilos par an, c'est très raisonnable et ça permet de vivre en bonne santé, de vivre bien en mangeant de bons produits de saison. C'est pas un renoncement, au contraire, c'est un plaisir. Et c'est un plaisir qui amène à de nombreux co-bénéfices, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va avoir le bénéfice pour le plaisir humain, pour la qualité de vie, le bénéfice pour la santé, parce que ce régime alimentaire, évidemment, il va être beaucoup plus sain, avec une variété de légumes et de fruits et des protéines en quantité raisonnable. Et puis, ça va faire beaucoup de bien à l'environnement. Troisième bénéfice, puisqu'on n'utilisera pas de pesticides qui vont nuire à la biodiversité en général, humain compris. Donc, on est vraiment dans une situation qui serait infiniment préférable, mais évidemment, cette situation, comme toutes les transformations sociétales, elle doit être aidée et s'appuyer sur 3 piliers, les régulations gouvernementales, régionales, municipales ou autres, les actions des entrepreneurs qui vont développer ce type de production, et puis la consommation par tous les citoyens. Et de cette manière, on arrive à transformer un système, et évidemment, il est parfaitement viable au plan économique à partir du moment où tous ces acteurs s'entendent sur cette transformation. Je résiste pas à l'envie de vous citer le plan alimentation durable de la ville de Paris, où la reconstitution d'une ceinture de production vivrière autour de la ville de Paris est même aidée par la Société des eaux, puisqu'elle a intérêt à ce que l'agroécologie se développe et que ces captages ne soient plus pollués. Donc là, on est vraiment dans un système vertueux, qui a d'ailleurs été cité en exemple par la dernière assemblée plénière de l'IPBES, le GIEC de la biodiversité, fin 2024. Donc pour résumer, ce serait aller vers une sorte de modèle de bonne vie ? Tout à fait, en fait, on est dans la sobriété heureuse, si je puis dire. Le mot sobriété, quelquefois, il évoque, pour certaines personnes, une attitude un peu moralisatrice ou des renoncements à un certain nombre de plaisirs de vie. Là, on est exactement à l'inverse. On est vraiment dans un plaisir de vivre d'autant plus profond, d'autant plus sincère, qu'on sait qu'il est multiple, c'est-à-dire qu'il va profiter à nous-mêmes, à notre santé, à l'environnement et aussi à nos enfants, puisqu'on a parlé de toxicité chronique. Bien traiter l'environnement, c'est aussi bien traiter les humains de demain, à commencer par nos enfants. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Philippe Grandcola, écologue et directeur de recherche au Muséum national d'histoire naturelle, interviewé par Flora Trouillou. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée Pour que nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.